Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous allons traverser en poésie le bateau ivre et je dis avant tout bonjour à Paul-Serge Cacon. Bonjour Paul-Serge, Bonjour, Madame Nakache. je suis ravie de vous donner de nouveau la parole. Nous avions eu un entretien il y a quelques années pour un autre de vos romans, Rouge Coquelicot, que vous Je publiez chez maintiens Balzac. aussi votre fidélité tant de temps après et, et je suis très content de vous voir et de vous parler. Alors, nous allons bien sûr parler tout en chanson, en poème du bateau ivre. Le titre déjà est tout un programme. Merci Rimbaud. Alors, quelques mots sur le bateau ivre, sa création, son déménagement. Tout est à votre origine en fait. Allons-y, Paul Serge. Vous voulez quelques mots sur le bateau ivre? Bon, le bateau ivre, c'est venu comme ça. Je suis né à Mogador, dans une ville perdue euh, et très jolie dans le sud du Maroc. Et il y avait une communauté juive et il y avait une communauté musulmane, des Français, des Portugais, des Anglais, ce qui fait que nous étions un petit peu marginalisés et on parlait un petit peu toutes les langues. Nous étions des petites tours de Babel ambulantes. Et puis un jour est apparue l'école française où on m'a inscrit, l'école de l'Alliance universelle. Et là, j'ai découvert que le français était une langue qui pouvait résumer toutes ces langues que je parlais un peu d'espagnol, un peu d'anglais, un peu de français, etc., etc. Et là, que j'ai eu un contact avec la langue française, avec sa musicalité, et j'ai eu à ce moment-là le sentiment d'appartenance un peu plus fort que celui que, que je vivais. Hein, j'avais 5 6 ans, c'est tout. Voilà. Et puis un jour, j'ai entendu une chanson de Brassens. Et j'ai dit, le monde ne peut pas se concevoir autrement qu'avec ça. Et là, c'est parti pour un contrat de longue durée, c'est-à-dire que je me suis mis à aimer la poésie française, à en faire un petit peu, comme aurait dit Albert Camus, ma patrie, c'est la langue française. Voilà. Donc, je me suis trouvé une patrie. Et cette patrie m'a envoyé à Saint-Germain-des-Prés. Et à Saint-Germain-des-Prés, il y avait Mouloudji, il y avait Juliette Gréco, Boris Vian, tout ce monde qui chantait des chansons poétiques. Il y avait aussi des cabarets qui n'étaient pas très, très, très bien. Et alors, à un moment, bon, je me trimballais avec ma guitare et mon trac dans ce Germain-des-Prés de l'époque. C'était le Saint-Germain-des-Prés après la guerre, peu de temps après la guerre. Et donc, c'était une époque idyllique où, au lieu de vous insulter ou de vous mal recevoir, on vous disait bonjour mon frère. Tous les inconnus vous disaient mon frère, voilà. J'étais le frère du monde. Et alors, un jour, un copain est venu me dire, tu sais, il y a un local qui peut se louer là, on peut faire quelque chose pour être tous ensemble entre gens qui aiment la vraie poésie. J'ai dit d'accord. Et voilà comment c'est parti le bateau ivre. Mais alors, ce qui est très, très émouvant, c'est que tout vous ramène à Mogador. Écoutez, je pense que tout nous ramène à notre enfance et que tout un chacun bénéficie de ce privilège-là d'avoir eu une enfance heureuse. Et à Mogador, on a eu une enfance heureuse. Et donc, j'ai eu une enfance heureuse avec un père qui était formidable, d'une présence extraordinaire, qui m'emmenait à la pêche, qui me faisait aimer la nature, avec une maman exceptionnelle qui me lisait des poèmes de Victor Hugo pour m'endormir
qui me racontait Joseph et ses frères, des passages de la Bible. Voilà, écoutez, avec ça, on fait une enfance préparée à affronter le vaste monde, et c'est comme ça que je suis parti. Alors, il y a des pages particulièrement émouvantes parce que il y a eu quand même des périodes un peu difficiles. Vous rappelez les parties de pêche avec votre père, avec vos frères sur les îles en face, mais vous rappelez aussi le mépris qu'a subi votre père de la part d'un commandant de l'armée française dont il avait à Alors, peine touché la voiture. préparé aux choses de la France. Donc, à l'âge de 13 ans, il a vu passer une voiture dans les rues de Mogador. Et il s'est dit, c'est ça ou rien. Alors, il en a parlé avec sa maman, qui était donc ma grand-mère, qui a dit, ben, il faut l'aider. Donc, elle lui a cousu quelques pièces autour de son pantalon. Et il est parti à dos de mulet à Marrakech pour apprendre la mécanique. Où apprendre la mécanique? Eh bien, dans une espèce de garage où on réparait, on arrangeait les voitures de l'armée française. Et un jour, il a vu arriver une voiture splendide, merveilleuse. Il s'est approché, comme il était plein de cambouis, il s'est approché, mais sans toucher. Et alors, le colonel ou le capitaine qui a vu ça est venu, dégage d'ici, sale juif de. Bon, je ne dis pas le mot. Et il lui a donné une gifle. Mon père a gardé ses gifles. Elle a continué de siffler dans ses oreilles toute sa vie. Et c'est à l'âge de 60 ans qu'il m'a seulement raconté cette anecdote. Et depuis, évidemment, ça siffle encore dans mes oreilles, c'est-à-dire, voilà, une gifle qui retentit des années et des années. Bon, mon père est devenu euh, chauffeur de camion, puis mécanicien, puis à l'époque, les camions étaient la, la source de vie des gens de Mogador ou du sud du Maroc, sans quoi ils étaient coupés du monde. Les camions à l'époque n'étaient pas équipés de pneus, ils étaient équipés de roues à bandage. Et donc, mon père était une sorte de pionnier et il faisait les va-et-vient entre le sud lointain et la ville de Mogador. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa vie. Et c'est comme ça qu'il a réussi un petit peu à devenir transporteur et puis plus tard propriétaire d'un cinéma, le seul cinéma de la ville. Ah, Mogador, Essaouira aujourd'hui. Alors, pour revenir au bateau ivre, en fait, il a fait les belles nuits de milliers d'amoureux de la poésie et vous avez côtoyé vraiment des grands noms. Vous avez côtoyé des personnages importants qui baignent encore un petit peu par leurs mots notre enfance et les beaux textes. Au hasard des soirs, vous avez croisé Mouloudji, Gilles Vigneault, Francis Lemarque, Bernard Lavillier. J'ai du mal à pouvoir tous les citer, mais mon Dieu, vous donnez l'impression d'avoir eu 1000 vies en une vie. Oui, c'est vrai que les rencontres, c'est la richesse de l'existence. Les gens qui ne rencontrent pas d'autres gens, les gens qui ne rencontrent pas la beauté, les gens qui ne côtoient pas les beaux paysages, les gens qui ne regardent pas la mer avec amour, ben, il leur manquera toujours quelque chose. Et les gens qui fréquentaient le bateau ivre, pas tous en même temps, les uns après les autres, comme Moulouji par exemple. Moulouji est venu un soir, il m'a écouté chanter. Il m'a dit pourquoi vous ne faites pas un disque? J'ai dit ben, je veux bien. Et alors il m'a aidé à enregistrer un premier disque, disons, qui a été très bien accueilli par Max Paul Fouché. Max Paul Fouché, c'était une personne prépondérante à la télévision, où il avait l'émission Lecture pour tous, qui a fait aimer des beaux romans à des générations. Et Max Paul Fouché m'a accueilli et il m'a dit, c'est beau ce que vous faites, continuer. Voilà comment j'ai continué. Et voilà, j'en suis toujours là, hein, vous savez. Ce qui est magnifique, Paul Serge, c'est que cette traversée du bateau ivre,
c'est un peu aussi votre carnet de route parce que vous nous faites vivre au travers de vos voyages. Alors, les voyages. À l'époque, il y avait des ministres de la culture tout à fait inouïs. Une chance pour la France. Par exemple, André Malraux. Et alors, le ministère de la Culture envoyait quelques-uns d'entre nous à travers le monde pour représenter la culture française, pour leur présenter la poésie française. Et moi, j'étais partant parce que ça me permettait, venant de Mogador, tout petit que j'étais, je me suis vu tout à coup plongé dans la possibilité de visiter le monde, de connaître des gens. Et j'en suis toujours avec j'en suis toujours là, je veux dire, avec cette curiosité de voir dans les êtres humains la beauté et pas toujours le mal. Même si nous vivons actuellement des jours pénibles, je suis sûr qu'il y a des gens formidables. Des gens formidables, comme disait Jorge Luis Borges, il disait, en parlant du commun des mortels et en parlant de celui qui cultive son jardin, comme voulait Voltaire, de celui qui rend grâce parce qu'il y a la musique, de celui qui rend grâce parce qu'il y a Stevenson. Il disait, ces gens qui s'ignorent sont en train de sauver le monde. Que c'est beau, que c'est beau. Si vous permettez, Paul Serge, j'aimerais lire un de vos poèmes. Un de mes poèmes. Oui, Bon, alors, disons, puisqu'on parle de voyage et, et que, et que, il y en a un en page 31 qui vous résume en fait. voilà, j'avais écrit une chanson que je gardais dans ma guitare. Et puis, il y a eu les événements de 68. Le quartier latin était en ébullition et Jean Paul Aron est venu me voir au bateau. Il me dit, il faut venir chanter à la Sorbonne. Bon, qu'est-ce que je vais chanter? Eh bien, j'ai chanté. Ce n'est pas que je sois d'ici, ce n'est pas que je sois d'ailleurs, mais la terre se raccourcit dans le rire et dans la douleur, à gribouiller le désespoir sur les trottoirs de l'enfance, à tenir dans sa guitare tous les secrets de la mouvance. On se fait une gueule à voyager et on devient un étranger. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau, Paul Serge. Parce Que que c'est le beau. quartier latin, la jeunesse, des étudiants, tout le monde voulait devenir étranger ils voulaient tous devenir des juifs allemands. Écoutez, moi, ce n'était pas tout à fait ma demande. Juif, j'étais déjà. Allemand, j'aurais bien voulu, mais quand même, point trop n'en faut, je me suis contenté d'écrire ces chansons-là. Alors, il y a aussi des petites histoires qui traversent comme ça. Vous rappelez votre ami qui était inspecteur au ministère de la Culture, inspecteur des écoles, et qui est en même temps chanteur normalien, et qui était qui? Le petit-fils de Paul Landowski. Et vous apprenez avec stupeur que la belle statue de Montaigne qui trône place de la Sorbonne a été moulée et produite par Paul Landowski, le célèbre Paul Landowski. Oui, alors, au bateau ivre, entre personnes et personnages intéressants, il y avait mon ami Roland Chaban, qui était, euh, qui était un universitaire et qui, le soir, se déguisait en chanteur bohème et la journée, il s'habillait en inspecteur d'académie. Il savait chanter, il jouait de la guitare, il écrivait merveilleusement bien. Et puis un jour, je lui ai dit, voilà ce que j'écris. Et je lui ai montré un chapitre de mon livre que j'écrivais à l'époque, La Porte du Lion. Il m'a dit, c'est beau, continue. C'est beau, continue. Comme il l'a dit, j'ai senti qu'il y avait un brin d'honnêteté dans ces mots. Et depuis, je n'ai jamais cessé d'écrire.
Voilà. Mais à chaque fois que je commençais un roman ou que j'écrivais quelque chose, je lui soumettais pour voir une idée. Bon, alors, évidemment, euh, l'universitaire qu'il était, il trouvait toujours une virgule un peu déplacée ou un point. Mais je lui dis, écoute, moi, mon grand-père, il allait à dos de mulet dans les montagnes berbères, et alors que ton père, il est animateur de télévision, alors que ta maman est un peintre, alors que ton grand-père, je ne sais pas quoi encore. Donc, il faut être indulgent avec moi parce que je me suis adapté quand même, tu vois. Je, je sais plein de choses maintenant qu'il faut manger d'un cancoyote, le camembert c'est extraordinaire, et bon, etc., etc. Donc, et puis un jour, j'ai changé d'appartement. Et quand j'ai changé d'appartement, on m'a attribué 2 caves. J'ai dit, qu'est-ce que je peux mettre dans cette cave? Eh bien, voilà, j'ai une idée. Je vais mettre du vin, et quand cette cave sera remplie de bons vins français, eh bien, je me considérerai comme un citoyen de la France profonde, puisque le vin est prépondérant dans ce pays. Et c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai annoncé à Roland, mon copain, je lui ai dit, j'ai changé d'adresse, j'habite maintenant là, telle est une rue, et c'est devant la Sorbonne. Il m'a dit, ouais, je vois où devant la Sorbonne. Je lui ai dit, devant la statue de Montaigne. Il m'a dit, tu parles, c'est mon grand-père qui l'a fait. J'ai dit, écoute, alors là, je crois qu'on va arrêter nos relations. Je parviendrai à faire descendre mon grand-père de sa mule pour faire la sculpture de Montaigne. Là, tu me mets la barre trop haut. Voilà. J'ai trouvé ça très bon. Vous avez également côtoyé et quelque part lancé Coluche, qui disait, je n'ai pas su garder mes vaches, j'ai perdu mes moutons. Ça, c'était Coluche. Oui, 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 Coluche. Il a Et fait vous avez croisé des grands noms. Vous avez croisé, bien sûr, Aragon, Piaf également. OK? Et, Atahualpa Yupanqui, pardon? un poète argentin, Atahualpa Yupanqui. Exactement, que vous citez. J'ai eu du mal à le citer parce que je ne connaissais pas ce nom, Atahualpa. OK? Un Et, immense. et j'étais très sensible à l'histoire que vous racontez sur la Pologne, Varsovie et cette chanson que vous dédiez à Roman, un jeune qui avait perdu toute sa famille dans les camps. La Oui, Shoah, la Shoah traverse un peu ce livre. en autostop, avec un- quelques copains scouts, et on a été invités nous étions invités à une espèce de réunion, un jamboree, comme on appelle ça, en Alsace. Et parmi les jeunes gens qui étaient là, j'ai connu, j'ai euh, j'ai établi des rapports d'amitié, de confiance avec un autre garçon qui devait avoir 13 ans. Et ce garçon, on discutait, on se questionnait, on découvrait le monde, lui un peu et moi un peu. Et un jour, il m'a dit, mais c'est loin, Mogador? Je lui ai dit, oui, bien sûr, c'est loin. Mais enfin, devant Mogador, il y a une île, et dans cette île, il y a des oiseaux, il y a des faucons, il y a des lapins. J'avais l'impression que je lui disais que je chassais le lion avec une lance. Mais toi, d'où tu viens? Il m'a dit, moi, je viens de Pologne. Je lui ai dit, et tes parents? Il m'a dit, je n'ai plus de parents. Et puis, tout à coup, comme une rafale, il m'a dit, je n'ai pas de parents, je n'ai plus de parents, je n'ai plus de frères, de sœurs. Les Allemands les ont tous tués. Et moi, j'ai été adopté par une famille de Paris. Bon, évidemment, vous imaginez l'émotion que ça crée chez un garçon comme moi, venu de Mogador, venu de la paix, venu de la bonté, venu de la beauté, de savoir que ce jour-là, la Shoah a collé à mes basques, elle ne s'est jamais détachée. Et le hasard ou la chance a voulu que le ministère m'envoie des années plus tard en Pologne, à Varsovie, pour donner un spectacle. Bon, entre-temps, j'avais perdu de vue mon copain Roman, mais j'étais très ému de retrouver un cadre dans lequel je l'imaginais, et je suis passé devant les égouts et il m'avait raconté qu'on leur jetait des carottes et du n'importe quoi dans les égouts pour les nourrir.
puisqu'on les cachait aux Allemands qui voulaient les tuer, bien sûr. Mais quand je suis arrivé sur scène, j'ai dit, je vais commencer par une chanson que je dédie à Roman. Il est né à Varsovie et c'est mon copain. Les Polonais, à l'époque, ne demandaient qu'à apprécier ce qu'on leur disait. La salle a applaudi parce qu'ils imaginaient que j'étais en train de, de glorifier un citoyen de Varsovie. Et alors ils m'ont applaudi, beaucoup applaudi, pendant que moi je retenais mes larmes tout en chantant. Et puis le soir même, en regardant le ciel qui était noir, où des étoiles brillaient, où chacune de ces étoiles évoquait en moi quelqu'un, une beauté, une femme, un enfant. Je me suis dit, tous ces gens-là, ils ont quitté les camps de concentration. Maintenant, ce sont des étoiles qui habitent le ciel de Pologne. Très émouvant. Ouais. J'ai à exprimer tout ça dans une de mes chansons, Varsovie. C'est Varsovie la nuit, j'ai peut-être un peu trop bu. Je ne sais plus si c'est moi qui vois ce que j'ai vu. Il souffle un vent ici, que les statues frissonnent. On dirait que la folie se promène en personne à Varsovie, à Varsovie. Merci, Paul-Serge. Et d'ailleurs, vous rappelez fortement la phrase d'Albert Einstein, qui est présente dans toute peau de juif. Un juif qui se renie est comme un escargot sans sa coquille, mais il reste juif. Oui. Hein, j'ai trouvé très belle ce rappel de phrase. Et il y a des personnages hauts en couleur que vous avez croisés. Je veux parler par exemple du griot, Lamine Conté, qui déclamait des textes de Sangor. Lamine Conté qui est parti trop vite. Lamine Conté, je l'ai connu grâce à un monsieur qui faisait aussi de la scène à l'époque, sous le pseudo de Grand-Père Shlomo. Et il m'a présenté Lamine Conté. Et immédiatement, nous sommes devenus des frères, Lamine Conté et moi. On a chanté, on a aimé les poèmes. Lui, des poèmes de son pays, de Léopold Senghor, de Cédar Senghor. Il jouait de la kora à merveille. Et il m'a accompagné, on a voyagé ensemble, on a fait des tournées ensemble. On faisait aussi des plats de poissons piquants à la manière des Juifs de Mogador, et lui, du poulet yassa à la manière des gens du Sénégal. Et nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Et puis un jour, je suis parti en tournée, et à mon retour, il m'a dit qu'il n'était plus là. Voilà pour l'ami d'en parler. Alors, vous avez eu, Paul Serge, vous avez eu plusieurs frères de poésie, un petit peu partout de par le monde. Je rappelle quand même Silvio Rodriguez, qui, en vous quittant, vous a dit, nous sommes maintenant frères de poésie. Je trouvais très belle cette appellation. Oui, Et vous parlez également de l'Irlande, que vous avez beaucoup apprécié. Je pense que quelque part, le bord de mer en Irlande vous rappelez peut-être Mogador. Mais oui, Mogador était plus calme. la mer, de toute façon, elle est la même. J'ai toujours pensé que les océans et les mers formaient une espèce de chaîne autour de nous et qui nous incitait à la beauté, que ce soit en Irlande ou en Mogador. En Irlande, il y avait le vent, il y avait les vagues, il y avait et des gens formidables à l'époque. J'en ai gardé un souvenir formidable. C'était l'Irlande et puis la mer et des oiseaux qui vont périr là-bas au large des chimères et de l'écume à vous vieillir. C'était ma vie et mes colères qui chaloupaient comme un gaucho dans la houle et l'imaginaire sur des ventres et des chevaux. Tant et tout ça, et à lire l'avenir dans ces oiseaux péris. Et la peur
d'avoir un peu gâché sa vie. Merci, Paul Serge, c'est très très beau. Alors, vous racontez également votre grande amitié avec Aldo Mondino. Aldo Mondino, c'était un peintre exceptionnel. Nous avons partagé quelques années de galère. Puis un jour, je l'ai perdu de vue. Il s'est retrouvé à New York, ou je ne sais où il avait progressé, où il était devenu un peintre très connu, où il gagnait beaucoup d'argent. Et le hasard a voulu qu'on se parle. Et comment? Il se trouvait dans un avion, et dans cet avion, il y avait un article de la presse marocaine qui présentait un de mes livres, Rica la Vida. Et alors, avec son charme italien, il est arrivé à demander à l'hôtesse d'envoyer un texte. Et il m'a envoyé un texte qui disait: Je suis dans l'avion, je reviens de Mogador, j'ai visité le cimetière juif de Mogador, j'ai mis une petite pierre sur chaque tombe qui portait le nom de ta famille. Ah, qu'est-ce que je fais? Je téléphone à Aldo Mondino, il me dit: Mais maintenant j'habite à Milan, prends le train et viens, j'ai envie de te voir. Donc, bon, je prends le train. Il m'a dit: Je vais t'envoyer mon chauffeur avec une Cadillac. Pardon. Nous n'avons pas de chauffeur entre nous. J'ai pris le train, je suis arrivé à Milan, et à la descente du train, il y avait Aldo Mondino en personne avec une casquette de chauffeur et des gants beurre frais. Et il m'a dit: Allez, viens. Voilà le genre de personne que c'était Aldo Mondino. Il y a d'ailleurs une très belle poésie que vous lui dédiez. C'était son double, son frère, son Oui, compagnon de misère, oui. qui parle beaucoup en fait. Il mettait des couleurs sur le noir de nos peurs, du bleu sur les nuits, le feu sur nos désirs, le rouge sur les lendemains. Il aimait le monde jusqu'à le voir comestible, dérisoire, denrée périssable, seigneur et serviteur de châteaux de sable. C'était mon copain. Nous partagions le vin de loin en loin et l'ivresse des mots, français ou italiens, hébreux et citoyens, du vaste et insatiable monde qu'il avait au cœur. J'ai trouvé cette poésie, ce texte magnifique. Moi, je vous remercie de l'avoir dit comme vous venez de le dire si bien, parce que vous savez, on écrit des choses et on a toujours l'impression que on peut faire mieux. Donc, lorsqu'un un poète écrit quelque chose et que ce poème revit grâce à quelqu'un d'autre, à un comédien, à quelqu'un du métier, on a l'impression de se découvrir un peu soi-même et de se réconcilier avec soi. Oui, oui. Alors, j'ai quand même une pensée, ça va peut-être vous faire couler une petite larme, mais pour votre chien Chulot. Comment? Pardon? Votre chien Chulot. J'ai une pensée pour lui parce que je sais que vous ne l'avez plus avec vous depuis 2 ans, mais ce chien vous a accompagné dans toutes vos balades. Vous traversiez la Seine et il y a de très très beaux passages sur justement le musée de la Shoah, la traversée. J'habite pas loin, je promenais toujours un peu autour de chez moi. Je traversais le, le pont pour aller dans les Saint-Louis. Et un jour, il m'a conduit là où il y a le grand mur avec les noms des justes. Et c'était le temps, enfin la période où s'était produit cette épouvantable chose qu'un terroriste avait avait assassiné une gamine dans son école, de Mohamed Merah, et qu'il avait prise par les cheveux et tiré une balle dans la tête, dans les mains de son père, dans les bras de son père. Alors évidemment, j'ai écrit ce jour-là quelque chose. J'ai écrit le désespoir du monde, qui était un peu le mien.
Et j'ai à la fois remercié ce meilleur porteur de juste et, et pleuré parce que, un peu plus loin, il y avait la liste des enfants qui avaient été déportés par les Allemands. Oui, oui, particulièrement touchant. Alors, le temps qui nous est imparti approche à sa fin et j'ai été très émue par la fin de votre roman. Vous terminez avec Tonton Jacob, Perla, Eva et en rappelant un poème de Ronsard, bien sûr. Quand Oui, vous serez bien vieille au soir à la chandelle, assise auprès du feu dévidant et filant, direz, chantant mes vers en vous émerveillant, Paul Serge me célébrait du temps que j'étais belle. Je trouve magnifique cette façon d'interpréter ce poème de Ronsard. merci beaucoup de partager avec moi ces petits brins d'émotion. Je voulais tout simplement ajouter que vers la fin du livre aussi, je convertis le, le- le narrateur que je suis et qui s'exprimait en je. J'ai fait ça. Je est devenu un nous. Et avec le temps, il est vrai que notre jeu devient un nous. Et c'est pour ça qu'à la fin presque à la fin du livre, j'ai chez nous une folle prophétique lancée sous la lune, des injures de loup. Et je raconte l'histoire d'une femme qui avait perdu son enfant et qui le revoyait tous les jours. Elle était assise comme ça au bord de la mer. Et elle revoyait, elle disait que son fils n'était pas mort, qu'il était parti simplement sur un beau cheval alezan et qu'il allait revenir. Voilà, donc c'était ça aussi, Mogador. Des gens euh, avec une naïveté prodigieuse, des gens avec une espèce de volonté de vivre, de volonté d'espérer. Et mes parents, ils étaient comme ça aussi. Merci, Paul Serge. Je rappelle ce livre très, très agréable à lire de Paul Serge Cacon, La traversée du bateau-ivre, édité chez Balzac. Merci, Paul Serge. Merci à vous, Madame Nakache. Merci, Monique Nakache. Et merci de votre fidélité. Et merci qu'on se retrouve de livre en livre. Je ne sais pas si j'en écrirai encore beaucoup, mais en tout cas, ceux que j'ai écrits, vous les avez accompagnés et je vous en remercie encore. La poésie traverse tous vos livres, Paul Serge. Merci, merci, Paul Serge. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.